Alors, nous voilà pour une troisième vidéo consacrée à ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde avant de retrouver la France en cette période de Renaissance, en tout cas pour l'instant de pré-Renaissance. Alors, un événement très important se déroule lors de l'année 1453, que beaucoup d'historiens considèrent comme la vraie date du début de la Renaissance, contrairement à 1492. Je reviendrai là-dessus pour en expliquer les raisons. Qu'est-ce qui se passe en 1453? Vous avez un peuple musulman qui s'appelle les Ottomans, qui vont envahir ce qu'on va appeler plus tard la Turquie, mais qui n'était pas encore la Turquie, qui était l'Empire d'Orient. Je reviens au temps des Romains. L'Empire romain était partagé en deux, l'Empire occidental, dont faisait partie la Gaule, et l'Empire d'Orient, où il y a la Grèce, la Turquie, ce qu'on appelle les Balkans, etc. Et cet empire va perdurer, contrairement à l'Empire romain d'Occident, qui va renaître plus ou moins avec l'Empire de Charlemagne. L'Empire d'Occident des Romains a été aboli en 456, donc le début du Moyen-Âge, mais il y aura l'Empire de Charlemagne qui va plus ou moins faire renaître cet Empire d'Occident. Mais de l'autre côté, l'Empire d'Orient, lui, va perdurer encore quelques siècles. Et il sera même une étape importante lors des croisades. Je vous rappelle, au Moyen-Âge, les princes, les grands seigneurs, les rois partaient en croisade jusqu'à Jérusalem. Et une étape importante était la ville de Byzance, Constantinople, qui aujourd'hui s'appelle Istanbul. C'était la capitale de l'Empire d'Orient. Il y avait un empereur qu'on appelait le Basileus. Et en 1453, cet empire s'écroule, envahi par les Ottomans. Et à partir de là, on va appeler ça, cette région du monde, l'Empire ottoman. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a beaucoup de Byzantins, les habitants de Byzance, qui vont fuir la ville conquise et ils vont se réfugier en Italie. C'était la destination la plus proche, le plus souvent à Venise, puisque c'était un port en face de l'Empire d'Orient. Et ils vont ramener avec eux leurs livres, leurs codex, leurs manuscrits, puisqu'il n'y avait pas encore d'imprimerie. Et ils ramènent donc des textes anciens de l'Antiquité qui avaient été perdus au Moyen-Âge ou qui avaient été copiés et plutôt mal copiés par les moines dans les monastères. Donc, les Italiens vont redécouvrir ces textes anciens. Et ça va donc, là aussi, encore une fois, déclencher la Renaissance, surtout qu'une fois arrivé en Italie, et avec la nouvelle invention qu'est l'imprimerie, on va pouvoir diffuser en masse ces textes. Tout ça, c'est donc très important. Et on va retrouver donc des connaissances perdues depuis le Moyen-Âge. Les connaissances de l'Antiquité vont être redécouvertes. Alors, cette prise de Byzance a d'autres conséquences, notamment, premièrement, de détruire le rêve des croisades, puisque les princes, les grands seigneurs, avec la guerre de 100 ans, ne pensaient plus vraiment aux croisades, puisque ils avaient autre chose à gérer que repartir jusqu'à Jérusalem. Mais les princes, ils pensaient encore. Et une fois que la guerre de 100 ans s'est calmée en France, en Europe, les princes se disaient, on va pouvoir repartir pour récupérer Jérusalem. Seulement, en perdant la Byzance, l'Empire d'Orient,
le chemin devenait beaucoup plus difficile. C'était quand même, comme je vous disais, une étape pour les croisades. Là, cette étape n'existe plus. Donc ça va réduire les rêves de croisade des princes du début de la Renaissance. Et ça va aussi rendre beaucoup plus difficile un voyage très important à cette époque, dont je vous parlais précédemment avec Marco Polo. Ce voyage s'appelle la route de la soie. Alors la route de la soie, vous la voyez au document 5. Alors la carte, elle est anglaise, hein, ce sont les noms des pays en anglais, mais vous retrouvez quand même, vous arrivez à reconnaître, vous avez l'Europe, la mer Méditerranée, l'Égypte, l'Arabie, la Perse c'est l'Iran d'aujourd'hui, qui était un empire, l'Inde, la Chine, et vous avez la Somalie en Afrique, et l'île de Java en Indonésie d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'était que cette route de la soie? Eh bien, les marchands, les commerçants du Moyen-Âge, notamment les Italiens, et les Vénitiens en particulier, voulaient récupérer la soie, donc c'est un tissu précieux, hein, qui est fait à partir de cocons de papillons, les vers à soie, hein, qui se mettent en cocon pour après devenir des papillons, d'accord? Et ce cocon qui recouvre ce ver qui va se transformer en papillon va être la matière pour créer de la soie, un tissu très précieux qui coûtait très 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 cher, qui coûte encore un peu cher, hein, beaucoup moins qu'à cette époque, puisqu'il fallait aller jusqu'en Chine. C'était l'empereur de Chine qui avait le monopole de ce ver à soie. Donc les marchands, s'ils voulaient vendre de la soie à leurs clients, ils devaient aller jusqu'en Chine demander de la soie ou ses cocons, c'est encore mieux, à l'empereur de Chine. Donc il partait. C'est comme ça que Marco Polo est parti avec son père et son oncle et il allait jusqu'en Chine. Il a ramené de la soie, il a ramené le papier et d'autres inventions, notamment ce qu'on appelle la poudre à canon. La poudre à canon qui va être très utilisée durant la guerre de 100 ans, puisque ça j'en ai pas parlé, mais la guerre de 100 ans, c'est elle qui va connaître les premiers canons. Voilà, puisque on avait ramené la poudre à canon d'Orient, de Chine. Et cette poudre à canon peut aussi être utilisée pour des choses beaucoup plus sympathiques, comme les feux d'artifice. Et les Italiens vont être donc au début de la Renaissance les grands artisans de feux d'artifice. Ils vont aussi ramener les pâtes. Hein, les pâtes qu'on mange aujourd'hui, ça vient de Chine. Et ensuite, c'est pour ça qu'on dit que les Italiens mangent beaucoup de pâtes, parce que avant d'arriver, de Chine, les pâtes sont arrivées en premier lieu en Europe, en Italie, et d'autres inventions. Il n'y a pas que ça. Mais bon, je ne vais pas tout vous citer. Alors, donc, ce voyage dure très longtemps, et il y a deux voyages possibles, par terre ou par mer. Donc, par terre, c'est en rouge, hein, sur la carte du document 5. Vous voyez le parcours. Donc, il fallait traverser tout ça à pied, à cheval, à chameau, etc. Ou en bleu, par mer. Et pareil, il fallait avoir des bateaux qui tenaient la route, hein, évidemment. C'était dangereux. Et en prenant la ville de Byzance, en 1453, les Ottomans rendent ce voyage encore plus dangereux, puisque Byzance, c'était aussi une des étapes de cette route de la soie. Donc ça rendait le voyage beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Et donc il fallait trouver une solution. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'en Orient, il y avait beaucoup d'épices. Le poivre essentiellement. Et là, c'était une denrée très recherchée, très chère, vendue évidemment en Europe par les Italiens, par les marchands italiens qui allaient le chercher en Chine
ou en Indonésie, ou au Japon, en Corée, etc. Et évidemment, sans route de la soie possible, puisque devenue encore plus dangereuse qu'auparavant, on ne pouvait plus avoir de poivre, on ne pouvait plus avoir d'épices. Donc il fallait trouver une solution. Alors, la Méditerranée, comme vous le voyez, était connue. L'océan Indien était aussi plus ou moins connu. Le nord de l'Afrique, les côtes nord-est de l'Afrique étaient connues, pour aller donc jusqu'en Chine. Mais on ne connaissait pas l'autre côté, c'est-à-dire l'Atlantique. L'Atlantique faisait très peur. L'océan Atlantique était inexploré par les Européens. Les Chinois, de leur côté, eux, partaient du côté de l'océan Pacifique, et on sait par des textes de Chine de l'époque qu'ils avaient aussi découvert la côte ouest de l'Amérique. Mais pour des raisons politiques, l'empereur de Chine a ensuite interdit d'explorer plus ces terres qu'on ne connaissait pas encore comme un continent. Donc la Chine a cessé ses voyages, alors qu'il y avait beaucoup de marins experts en Chine, mais ça a été interdit. Donc il y avait beaucoup d'inconnus, et les Européens, eux, se limitaient uniquement à cette route de la soie et à la Méditerranée. Et donc vous voyez au document 6 la carte du monde tel qu'on le connaissait à la fin du Moyen-Âge. Donc vous voyez bien l'Europe, vous voyez bien plus ou moins ce qu'est l'Afrique, mais pas aussi bien qu'on la connaît aujourd'hui. Et l'Orient, on n'avait pas vraiment de précision géographique, puisque les voyages étaient limités et surtout inquiétaient les gens. Et toujours à la fin du XVe siècle, deuxième moitié du XVe siècle, au Portugal, en Europe, il y a un prince qui s'appelait le prince Henri, qui, lui, veut explorer l'Atlantique. Alors, c'était très risqué, puisque à l'époque, la Terre, comme vous voyez au document 6, on la croyait plate. D'accord ? On ne savait pas que la Terre était ronde. On croyait qu'elle était plate. Et que si on allait trop loin en bateau sur l'océan Atlantique, on risquait de tomber. On pensait qu'il y avait des monstres, pareil, on pensait de l'autre côté, vers l'Asie, vers l'Orient, qu'il y avait des monstres aussi de l'autre côté, et qu'après on tombait. Donc c'était quand même très risqué de la part de ces marins, dont le prince Henri du Portugal, de vouloir explorer l'océan Atlantique. Et lui, il va vouloir faire des recherches sur l'Afrique, sur les côtes africaines, du côté ouest, moins connu que le côté est, qui donnait lui sur l'Asie. Et donc, pourquoi il veut ça ? Parce qu'il se dit que peut-être que par l'Afrique, si on descend vers le sud, peut-être qu'on trouvera un passage pour aller jusqu'en Asie, plutôt que de passer par la route de la soie devenue trop dangereuse. Sauf qu'il ne savait pas que l'Afrique était aussi longue. Voilà. Et il va falloir attendre encore quelques années, le prince Henri sera déjà mort, pour franchir ce qu'on appelle le cap de Bonne-Espérance, qui est donc la pointe de l'Afrique, qui après donne sur l'océan Indien, et donc de rejoindre l'Asie. Sauf qu'en fait ce voyage est beaucoup trop long, et qu'il rajoute beaucoup plus de distance par rapport à la route de la soie. On pensait qu'on trouverait un chemin plus court, en fait c'est un chemin beaucoup plus long. Alors, voilà pour les explorations.
Je vous en reparlerai par la suite, puisque ce n'est pas terminé. Hein. Là, on en est, la Terre est plate, et les explorations du Prince Henri et la route de la soie. Alors, je reviens, donc il y a le Portugal, on a parlé un petit peu du Portugal, et sur la péninsule ibérique, hein, donc c'est-à-dire où il y a le Portugal et l'Espagne aujourd'hui, l'Espagne de l'époque, ce n'était pas un pays, un royaume, le royaume d'Espagne, comme aujourd'hui, hein, ce n'était pas un pays, c'était plusieurs petits pays. On avait parlé de la Navarre, hein, vous savez, la Navarre qui est entre la France et l'Espagne, dans les Pyrénées, bon, j'y reviendrai pas, et il y avait d'autres royaumes. Au nord, vous avez l'Aragon, au centre, la Castille, et au sud, l'Andalousie. Alors, l'Andalousie, au sud, c'est un calife, le souverain de ce pays, c'est un calife, c'est-à-dire un prince, un roi musulman. Ils vivent évidemment des musulmans, mais aussi des chrétiens, des juifs. Hein, je vous rappelle que les juifs, en France, ou en Castille, en Aragon, au Portugal, etc., les juifs sont persécutés par les chrétiens. Donc, ils se sont installés au califat d'Andalousie, où ils sont tolérés. Ils ne sont pas totalement acceptés, mais ils sont plus tolérés que chez les chrétiens. Et il y a aussi donc des chrétiens qui y vivent aussi. Et voilà, c'est un État assez préservé, assez riche et qui est éloigné notamment de la guerre de 100 ans. Donc il ne connaît pas les dégâts que connaissent le reste de l'Europe. Il connaît le reste de l'Europe, plutôt. Que connaissent les autres pays d'Europe. Et donc il y a l'Aragon et la Castille qui eux sont des royaumes chrétiens. Et leur objectif, c'est d'enlever, enfin de supprimer les musulmans de l'Espagne. Ils ne veulent plus qu'il y ait de musulmans en Espagne. Alors en Castille, vous avez une reine, Isabelle. Elle est devenue reine. Hein, on n'est pas en France avec la loi salique. Hein, les femmes peuvent devenir reines dans les autres pays d'Europe. Et en Aragon, vous avez un roi, Ferdinand. Et ils se marient. Donc Ferdinand et Isabelle deviennent les premiers rois et reines d'Espagne puisqu'ils ont uni leurs deux royaumes, la Castille et l'Aragon. Et leur objectif, donc, c'est de battre les musulmans en Andalousie. Et en 1492, c'est aussi pour ça que cette année-là est considérée comme l'année de la Renaissance, ils battent le calife d'Andalousie. Alors, les musulmans qui ont perdu ont le choix de rester en Espagne ou de partir dans d'autres pays où il y a des musulmans. Et donc, ils ont le choix, mais le choix est très limité puisqu'en fait, c'est à condition de devenir chrétien. Pareil pour les juifs. Les juifs ont le droit de rester à la condition d'être chrétiens. Alors, il y en a qui partent. Et ceux qui restent, soit ils se convertissent au christianisme, musulmans et juifs, soit ils gardent leur religion, mais au risque d'être persécutés. D'accord ? Et je vous rappelle que les hérétiques, ceux qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas considérés comme des bons chrétiens, on les brûlait. Donc Isabelle et Ferdinand, mais surtout Isabelle, vont être connus pour avoir beaucoup persécuté les non-chrétiens. Alors, on va dans un autre pays maintenant, donc on a fait le Portugal, l'Espagne, et là, nous allons arriver en Italie. Alors l'Italie, donc avec tous ces voyages jusqu'en Orient, les liens avec l'ancien empire d'Orient, l'Italie connaît un grand foisonnement culturel. L'imprimerie a beaucoup marché, fonctionné en Italie, parce que les Italiens étaient très en demande d'avoir de plus en plus de livres et de découvrir ces textes anciens.
Et vous avez une ville en particulier, la ville de Florence, en Italie, la capitale de la Toscane. Cette ville-là va être dirigée par une famille qui s'appelle les Médicis. Alors, je vous propose de voir en document 7 Laurent de Médicis, qu'on a surnommé le Magnifique. Pourquoi il a été appelé le Magnifique? Pas du tout pour son physique, mais pour son mécénat. C'est-à-dire que c'était un grand mécène, c'est-à-dire qu'il protégeait beaucoup d'artistes. Et les artistes les plus célèbres de la Renaissance, qui restent les artistes les plus importants, enfin des plus importants de toute l'histoire de l'art. Il va par exemple protéger le peintre Sandro Botticelli et passer commande notamment du tableau que je vous propose en document 8, la naissance de Vénus, qu'on avait déjà vu, il me semble, lors d'une dictée. Voilà, donc c'était un art totalement différent avec celui qu'on connaissait auparavant. Vous vous rappelez, c'était de l'art gothique auparavant. Rappelez-vous des Tréricheurs du duc de Berry. Là, on n'est plus du tout dans le même style de peinture. Et ce n'est plus du tout non plus de l'art religieux. Ce sont des thèmes antiques, puisqu'il lisait ces textes antiques. On retrouvait ces textes antiques. Donc il y a Botticelli. Laurent de Médicis a aussi été le premier protecteur d'un grand peintre, Michel-Ange. Et Michel-Ange, donc il a commencé sa carrière à Florence, mais ensuite va travailler pour le pape à Rome. Et il va notamment, avec d'autres artistes florentins de Florence, décorer la chapelle Sixtine. Parce que le pape, comme il voyait ce qui se passait à Florence, il voulait faire la même chose, mais encore en beaucoup plus important, à Rome. Donc il va recruter des artistes de toute l'Italie, notamment des artistes de Florence, mais aussi d'autres régions, comme Venise, aussi, qui était très riche culturellement. Et donc, Michel-Ange va peindre le plafond de la chapelle Sixtine, qui reste une des œuvres les plus importantes de l'art de la Renaissance et même de toute l'histoire de l'art. Et il y a un troisième artiste, dont je vous parlerai plus tard, mais qui n'a pas vraiment été au service de Laurent de Médicis, ni au service du pape, mais qui était connu et qui a eu quand même quelques commandes directement ou indirectement, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui était le plus grand de son temps, le plus grand artiste